Tout d'abord, évidemment, je vous remercie en tant que président de l'association Renaissance des Lumières. Je vous remercie d'être venu ce matin. Je vais dire très peu de choses, le plus rapidement possible, parce que nous avons un emploi du temps très serré. La première chose que je veux dire, c'est que Robert Sallet, qui normalement devait être présent aujourd'hui, est fatigué et ne pourra pas assurer directement lui-même l'exposé qui était prévu, mais en accord et en harmonie avec Adi Rizk, que évidemment nous remercions, il y aura un exposé de la pensée de Robert Sallet, puisqu'il y a eu des échanges très précis entre Adi Rizk d'un côté et Robert Sallet de l'autre, et que le texte que Adi va présenter tout à l'heure a été l'objet d'un accord total à la virgule près de Robert Sallet. Pour ceux d'entre vous qui ont lu notre manifeste « Le capitalisme est-il la fin de l'histoire ?», il y a comme partie centrale la description, l'analyse des 4 croix que porte la gauche, et la 3e croix, c'est l'Europe. Après le congrès de Tours, après le nucléaire, l'Europe est le 3e enjeu qui scinde la gauche jusqu'à la blessure. Le 4e enjeu, c'est la laïcité. Mais aujourd'hui, il nous a paru donc tout à fait nécessaire de réunir, d'organiser cette journée du fait de la proximité des élections européennes qui sont à présent dans quelques mois, et du fait que cette 3e croix est l'une des plus douloureuses pour la gauche. Je termine en disant que tout va être filmé, tout va être enregistré, et on l'espère, si tout se passe bien, mis sur YouTube. Ceux d'entre vous qui auraient, à un moment ou à un autre, une fois fini les exposés, un besoin d'éclaircissement, on vous demande, s'il vous plaît, de donner juste votre nom, parce que la caméra ne pourra pas tourner, et puis ça permettra ensuite de se retrouver un petit peu dans l'ensemble des interventions. Je donne tout de suite la parole à Xavier Renoux, qui est, avec Adi Rizk, l'organisateur, l'un des 2 organisateurs de cette journée. La finance, aujourd'hui, domine le monde, lui imposant ses règles budgétaires et ses mouvements de capitaux quasi sans règles, dérégulés. Que ce soit pour le meilleur ou pour le pire, c'est elle, la finance, qui détient les vrais pouvoirs de décision. Si donc la démocratie est le pouvoir du peuple, mais qu'elle est aujourd'hui soumise au pouvoir de la finance, elle ne peut se restaurer et s'accomplir qu'en démocratisant la finance. Mais le projet semble, à première vue, circulaire. Comment en sortir ? La finance, idée 2. La finance n'est pas une forteresse mystérieuse et imprenable, mais un monde complexe qui a une histoire. Monde complexe d'abord, pluralité des monnaies, formes sophistiquées de produits dérivés, intrication entre finances visibles et finances invisibles, la fameuse et sinistre shadow banking. Monde produit dans une histoire ensuite. Ainsi, aux USA, la séparation entre banque d'affaires et banque de dépôt a été établie en 1933 et abandonnée en 1990, tandis qu'en Europe, et surtout en France, domine depuis le XIXe siècle le modèle de la banque dite universelle. Ainsi encore, les banques centrales européennes, longtemps aux mains des gouvernements, sont aujourd'hui, comme la BCE, en principe indépendantes et en réalité peu à peu asservies à la logique de la finance privée. Premier devoir donc, analyser, faire de l'histoire au service de la transparence, comprendre et aider à comprendre. Idée 3. Hier comme aujourd'hui, aujourd'hui comme hier,
le monde de la finance est ponctué de moments où se jouent plusieurs possibilités. La finance n'existe pas. Il n'existe que des politiques financières qui se déterminent toujours dans deux types de rapports de force, entre classes dominantes et classes dominées, d'une part, et entre nations et ou empires, d'autre part. Impossible dès lors de définir une politique financière sans tenir compte de ces deux séries de rapports de force. D'où le deuxième devoir, se repérer dans les stratégies possibles. Que faire aujourd'hui et demain? Dans quelle perspective et avec qui? Idée 4. Chercher une politique financière démocratique en Europe peut sembler ne venir qu'en second par rapport aux urgences et tensions politiques de l'heure. Faut-il plus ou moins d'Europe? Faut-il faire avec l'Europe telle qu'elle est ou commencer par changer les traités? Faut-il ouvrir les frontières aux migrants ou privilégier les classes populaires nationales? Mais ces alternatives simplificatrices masquent l'essentiel. L'Europe et les nations qui la composent sont, comme l'ensemble de la planète, dominées chacune à son niveau par la logique de la rentabilité financière avec tous ses effets sociaux et environnementaux. Il faut donc commencer par cerner une autre logique financière pour aborder correctement les difficultés constitutionnelles ou celles de la politique migratoire. Car c'est en donnant corps économique et social à cette autre logique financière que l'Europe trouvera ou retrouvera son âme, principe à la fois d'unité et de générosité. De cette nouvelle logique, les classes populaires seront enfin réellement bénéficiaires, mais elles doivent d'abord en être des acteurs privilégiés, car elles peuvent concourir, comme elles l'ont déjà fait et le font déjà pour une part, à sauver l'Europe et ses nations des égoïsmes de classe dominante ou des égoïsmes nationaux et du chacun pour soi dont se nourrit l'asservissement volontaire ou au moins consenti à désordre financier mondial. À quelques mois de l'échéance électorale du printemps prochain et devant la poussée nationaliste croissante, voici donc le troisième devoir, ne pas craindre les efforts théoriques et politiques pour tracer cette voie qui couple démocratie et solidarité économique et sociale. Bonjour, merci aux organisateurs de me donner l'occasion de m'exprimer sur un sujet qui m'est cher, qui est la question de l'emprise de la finance sur la vision du monde de nos dirigeants politiques. 10 ans après la crise financière qui a eu les conséquences économiques et sociales que l'on connaît, bizarrement, étrangement, le regard des politiques sur la finance ne semble pas s'être radicalement modifié. Et ça semble d'autant plus étrange que nombre de travaux académiques convergent aujourd'hui sur le fait qu'au-delà d'un certain niveau de financiarisation des économies, niveau largement dépassé dans la plupart des pays dits avancés, l'hyperfinanciarisation pèse sur la croissance au lieu de la soutenir. Il y a également nombre de travaux qui documentent les liens entre cette hyperfinanciarisation et la montée des inégalités. D'autres qui montrent que le court-termisme actuel de la finance est une entrave majeure au financement de la transition écologique, à la mise en œuvre des objectifs de transition écologique. Et dernier point qui heurte particulièrement le citoyen, la crise financière a révélé un abaissement massif et général des normes éthiques des comportements dans la finance. En témoignent les scandales financiers récurrents dont le cinéma fait ses choux gras et le monde qu'il décrit de cupidité, de connivence n'est pas si loin de la réalité. Nos gouvernements pourtant restent très perméables à l'emprise des lobbies bancaires. Ainsi, ils cautionnent, voire ils favorisent aujourd'hui la course à la taille des banques. Ils évincent les seules réglementations qui auraient vraiment protégé la société des excès de la finance. Et nous sommes aujourd'hui rentrés dans une phase de détricotage des réglementations financières qui ont commencé à être mises en œuvre
à la suite de la crise, évidemment aux États-Unis, avec le détricotage de Dodd-Frank Act par l'administration Trump, mais la commission Juncker a annoncé une pause réglementaire et avec les pressions post-Brexit, on peut s'attendre à un recul dans ce domaine. Donc ma question c'est simple, c'est en 2 points, comment expliquer cette emprise tout d'abord, et deuxièmement, quelques voies, quelques propositions, évidemment vu le temps qui m'est imparti, je ne vous donnerai pas tout ce que j'ai en tête, mais quelques-unes, une espèce de liste à l'après-vert de choses qu'il faudrait faire. Donc la capture désigne l'ensemble des canaux par lesquels l'industrie, en l'occurrence là l'industrie financière et bancaire, influence le décideur public, le régulateur, dans un sens qui favorise ses propres intérêts, sous-entendu au détriment de l'intérêt général. Les canaux de la capture sont multiples et souvent se valorisent mutuellement. Alors, il y a une notion de capture au sens étroit qui est issue des travaux de Stigler, ou qui suggère que les régulateurs sont soumis à des pressions très intenses et très efficaces des firmes régulées pour mettre en œuvre des réglementations plus soft, disons. Et les caractéristiques de la banque et de la finance sont telles que c'est un secteur particulièrement perméable à la capture. Pourquoi ? Bien parce que d'abord, l'un des canaux les plus directs de la capture tient aux opportunités de carrière que l'industrie régulée peut offrir aux régulateurs et aux fonctionnaires qui sont susceptibles d'influencer la réglementation du secteur. Ce canal, évidemment, ne fonctionne que si les salaires dans l'industrie sont très supérieurs aux salaires que l'on trouve dans la sphère publique. Et vous savez bien que, vu les modalités de rémunération dans la finance et la part du variable dans la finance, pour les cadres dirigeants et pour les traders qui prennent des risques, eh bien, évidemment, cette première case est cochée. Donc il y a des travaux, notamment de Philippon et Rechef, qui ont montré qu'avec la libéralisation et la déréglementation financière, à caractéristiques de qualification et de qualification équivalente et de responsabilité équivalente, les salaires dans la finance sont très supérieurs à ceux des autres secteurs de l'économie. Il y aurait donc une espèce de rente salariale, et cette rente salariale n'est pas spécifique aux États-Unis. Les travaux de l'OCDE montrent que ça concerne également les pays de l'OCDE. On comprend également bien avec cet argument des opportunités de carrière pourquoi les ONG, de ce point de vue-là, ont du mal à se faire entendre, puisque évidemment les carrières offertes possibles dans les ONG sont sans aucune mesure en termes de rémunération. Par ailleurs, la littérature nous dit aussi que la capture est d'autant plus susceptible d'être opérante que le groupe d'intérêt est concentré et organisé, que la réglementation est techniquement complexe, que les asymétries d'information sont fortes et que la vérification de la mise en œuvre des réglementations et des informations données par l'industrie est compliquée. Toutes ces caractéristiques qui favorisent l'efficacité de la capture, eh bien, caractérisent au premier chef l'industrie bancaire. Cette prédisposition à la capture est aggravée dans le cas de la banque par le fait que cette industrie est dominée dans un certain nombre de pays, dont la France, par des énormes acteurs et organisés en associations professionnelles très puissantes, excessivement présentes dans le débat public. A contrario, les autres groupes d'intérêt, c'est-à-dire les PME, les épargnants, les déposants, le contribuable qui, in fine, paye quand il faut renflouer l'industrie bancaire, eh bien, sont beaucoup moins représentés et organisés. On pourrait expliquer pourquoi. Et donc, le jeu d'influence est totalement déséquilibré. Les autres parties prenantes ne parviennent pas à faire entendre leur intérêt. Le think tank européen Corporate Europe Observatory a publié en avril 2014 un excellent rapport dont le titre est parlant, ça s'appelle The Firepower of Financial Lobbies, qui essayait de quantifier le poids des lobbies financiers à Bruxelles. Sa lecture interroge vraiment sur le contrôle démocratique de la finance. Alors d'abord, il faut savoir que l'enregistrement sur le registre des lobbies n'est pas obligatoire mais est volontaire. Ça veut dire que les informations qu'il donne, les statistiques sur lesquelles il se base sous-estiment complètement le phénomène. Le recensement est très compliqué et très incomplet. Pourtant, malgré ça, les forces en présence sont totalement impressionnantes. En 2013, la finance employait 1700 lobbyistes recensés, mais il y en a sûrement plus,
pour 751 eurodéputés à la même date, dépensait plus de 120 millions d'euros par an, c'est ce qui est déclaré, pour peser sur le processus d'élaboration des législations financières. Ces chiffres sous-estiment considérablement l'investissement des lobbies dans le processus législatif. En fait, l'influence se trouve absolument à tous les niveaux du processus, c'est-à-dire au niveau de la Commission, du Parlement européen, mais également au niveau de tous les organes consultatifs, et ça c'est quelque chose qui passe largement sous le radar. Ce constat est corroboré par un second rapport du Corporate Europe Observatory, plus récent, de 2017, qui porte cette fois-ci sur la composition des comités consultatifs de la Banque centrale européenne. Donc la Banque centrale européenne, vous le savez sûrement, après la crise, a considérablement élargi ses pouvoirs, puisqu'elle ne s'occupe plus uniquement de politique monétaire, mais également, elle a eu un rôle très important dans la gestion de la crise financière et de la dette souveraine, elle a des responsabilités en matière de supervision des banques systémiques, etc. Donc elle a considérablement élargi ses responsabilités. Le rapport pointe l'existence de 22 comités consultatifs auprès de la BCE, ce qui représente en tout 517 sièges, parmi lesquels, à la date du rapport, 508 étaient occupés par des membres de l'industrie financière. D'évidence, les intérêts de la société ne sont pas du tout représentés dans ces comités consultatifs. Et au sein de ces comités, les banques systémiques, ce sont elles qui portent finalement le plus de risques pour la collectivité, représentaient 208 sièges. Donc ça veut dire que non seulement il n'y a pas d'appel à candidature pour rentrer dans ces comités, c'est des processus de cooptation très largement opaques. Plus grave, le rapport montre que sur des questions éthiquement très sensibles, comme le scandale du Libor, la question de la taxe sur les transactions financières, ces comités se sont transformés en de véritables plateformes de lobbying. Des recherches post-crise sur les canaux de la capture, je pense notamment aux travaux de Kwak et Baxter, mettent l'accent sur d'autres canaux beaucoup plus insidieux, beaucoup plus difficiles à percevoir et donc finalement presque plus nocifs, puisque là ça passe complètement sous le radar, qui passent par les interactions sociales, la formation, l'expérience professionnelle, dans la constitution et dans la structuration, en gros dans la tête du régulateur ou des autorités publiques, d'un paradigme pro-marché. Des processus de capture plus diffus, plus insidieux, plus difficiles à mettre en évidence et à contrôler, sont donc à l'œuvre dans cette conception de la capture qui est une conception beaucoup plus large de celle-ci. Il s'agit de la capture corrosive, de la capture intellectuelle et de la capture cognitive, voire de la capture idéologique. Alors la capture corrosive, c'est quoi? La capture corrosive, elle intervient quand les acteurs régulés parviennent à altérer de l'intérieur l'efficacité des réglementations financières dans un sens qui altère ce que le législateur voulait faire. Pour vous donner un exemple, les plus grosses banques calculent elles-mêmes le dénominateur de leur ratio de capital. Les plus grosses banques calculent elles-mêmes ce qu'on appelle l'actif pondéré par les risques. Donc le ratio de capital, c'est ce qui est au cœur de la réglementation bancaire. Et des travaux académiques, notamment d'une économiste de mon laboratoire, montrent que cette forme d'autorégulation ronge de l'intérieur la réglementation parce que les plus grosses banques manipulent, et c'est montré scientifiquement, manipulent le dénominateur, donc le ratio de capital. Par ailleurs, on en parlait tout à l'heure, les banques elles-mêmes ajustent leur bilan au moment où on calcule un certain nombre de ratios. La capture intellectuelle et idéologique crée un terrain permissif à une telle capture corrosive, si vous voulez. C'est pour ça que je disais des canaux qui se valorisent et qui s'entretiennent mutuellement. Cette capture intellectuelle, elle a été portée par des écoles de pensée qui ont justifié, favorisé la déréglementation financière au nom d'une représentation totalement fantasmée de comment fonctionne la finance et de ce qu'elle fait réellement. Je parle évidemment, dans ma discipline, de l'hégémonie de l'école de Chicago, et des marchés efficients, des anticipations rationnelles, qui a colonisé en un temps record l'enseignement supérieur et les écoles de formation de nos élites, même si je n'aime pas le terme, mais disons des personnes qui vont être en situation de haute responsabilité, que ce soit dans la haute administration ou dans la banque, dans l'industrie, etc. Donc ça veut dire qu'on a balayé totalement la diversité et la capacité à challenger intellectuellement
ce corpus théorique dans les écoles, les lieux de formation intellectuelle de ces élites, et ça a eu un énorme impact dans le basculement vers le néolibéralisme. Pour qu'il n'y ait pas que la science économique qui trinque, venons-en un petit peu à la gestion. Le nouveau management public, qui est le pendant de ça, du côté de la gestion, est tout à fait dans la même veine intellectuelle, hein, puisqu'il prône la supériorité des modes de gestion privés et leur exportation dans la sphère publique, dans des sphères qui, jusqu'avant son avènement, étaient complètement insularisées et n'étaient pas perméables à ces modes de gestion privés. Je pense aux hôpitaux, à la recherche, tout ce qui concerne les partenariats privés-publics, tous les grands travaux, etc. Et c'est ce nouveau management public qui a sous-tendu la multiplication d'agences indépendantes en lieu et place des anciennes directions administratives. C'est ce nouveau management public qui a légitimé le recours systématique des conseils privés dans les affaires publiques, y compris en matière de réglementation. Ainsi, les anciennes puissances administratives du ministère de l'économie et des finances ont laissé une grande part de leur pouvoir à des autorités sectorielles ou spécialisées. Dans le domaine de la finance, c'est l'autorité des marchés financiers et l'autorité du contrôle prudentiel et de résolution, donc la CPR. Ils se sont vus déléguer des pouvoirs très importants en matière de régulation, de supervision, d'agrément, d'enquête, de sanctions. Et dans cette nouvelle conception de l'État, vous voyez, l'État, il est moins le garant du fonctionnement d'un espace économique et financier public qui serait disjoint du marché que le régulateur des conditions de fonctionnement des marchés privés via des autorisations de mise sur le marché pour les produits, des licences pour les acteurs, des fonctions de sanction à but de position dominante ou atteinte à l'intégrité des marchés, pratiques irrespectueuses, etc., des règles du marché, etc. Donc, si vous voulez, ce nouveau management public a créé un espace beaucoup plus large qu'il n'était avant, de grande porosité entre l'administration, la haute administration et la banque, en l'occurrence. Dans cet espace de circulation des élites ou des hauts responsables de la haute administration et des décideurs privés, tous maîtrisent les arcanes de la réglementation publique nationale et internationale. L'influence sur la conception des réglementations se fait en amont, à travers différents canaux que sont des réponses convergentes, par exemple aux consultations de la Commission ou aux consultations des agences de régulation, un lobbying auprès des parlementaires, un noyautage des comités d'experts techniques, je vous en parlais précédemment, la rédaction d'amendements clés en main, de projets de loi clés en main, etc. Autre point, les portes tournantes, évidemment, qui sont la conséquence de cela et qui sont au cœur de cette emprise de la finance sur les décideurs publics. Donc les portes tournantes, donc les revolving doors, c'est une alternance de positions de haute responsabilité dans la banque, puisque c'est le sujet dont je traite aujourd'hui, et dans la haute administration ou les cabinets ministériels. Ces revolving doors sont parfaitement légitimés par le nouveau management public et très ancrés en France comme à Bruxelles. Le cas évidemment le plus emblématique, c'est le cas Barroso, qui a été président de la Commission européenne de 2004 à 2014 et qui dès 2016 est recruté par Goldman Sachs au poste de conseiller et président non exécutif de Goldman Sachs International. Évidemment, il y a eu une vague d'indignation, mais ça n'a pas empêché les choses de se faire. Qu'est-ce qui est acheté alors par la banque systémique ? Ce n'est pas la compétence de Barroso en matière financière, évidemment. Ce que débauchent les régulateurs, ce que débauchent les banques quand ils embauchent des régulateurs ou des hauts fonctionnaires, c'est une expérience des rouages de la haute administration, une expérience de l'écriture de la loi, de la production des règles administratives, c'est l'entre-gens, c'est le carnet d'adresses, c'est la capacité à court-circuiter les strates hiérarchiques, à établir un contact direct avec les décideurs publics. L'identification sociale au secteur régulé, favorisée par ces portes tournantes, influe sur l'attitude plus ou moins bienveillante vis-à-vis de la finance. C'est d'ailleurs pour ça qu'avec deux autres économistes, nous avions engagé une pétition auprès d'économistes pour la non-nomination de François Villeroy de Gao à la tête de la Banque de France. Cette identification sociale
exact, c'est-à-dire qui avait été 12 ans chez BNP Paribas et qui a eu juste un sas de décompression de 6 mois avec une mission sur l'investissement. Donc ce risque d'identification sociale, il est maintenant scientifiquement fondé. Ce que je veux dire, c'est que ce que je vous raconte là, ce n'est pas un a priori idéologique de ma part. Vous avez des chercheurs de la Banque centrale des Pays-Bas, Veltrop et Hahn, qui ont mis en évidence des canaux très subtils de capture qui passent par l'internalisation par les superviseurs et les régulateurs des objectifs, des normes, des valeurs du secteur financier à travers des processus d'identification sociale. Le résultat démontre que les superviseurs ayant eu antérieurement des fonctions et ou un mandat dans le secteur financier sont prédisposés à une plus grande identification sociale avec le secteur financier et que cela affecte, et c'est ça qui est important, cela affecte négativement leur performance en tant que superviseur. Une seconde étude corrobore ces résultats qui, cette fois-ci, traite des banquiers centraux. C'est une étude récente de Mishra et Reshef de 2017. En fait, ils ont étudié les CV des banquiers centraux, de tous les banquiers centraux au niveau international entre 1970 et 2011. Et ils mettent en relation les données de ces CV avec des données liées à la régulation financière. Alors, il y a plein de résultats intéressants. Vu le temps que j'ai, je ne vous en donne que 2. La première chose, c'est que la proportion des gouverneurs ayant eu une expérience professionnelle dans la finance s'est accrue. C'était 10% en 1980, 30% en 2010. Si cette expérience est suffisamment longue, leur étude empirique montre que suffisamment longue, ça veut dire 5 à 6 ans, elle a un impact très fort. Le banquier qui est devenu banquier central, et quand il passe ses 5 à 6 ans d'expérience dans la finance, dérégule 3 fois plus que le banquier central sans expérience dans la finance. Au contraire, si vous avez eu une expérience à la BRI ou aux Nations Unies, vous dérégulez moins que la moyenne des autres. Donc cette approche plus englobante, si vous voulez, des phénomènes de capture suggère l'existence de biais psychologiques, de mécanismes qui sont apparentés à ce qu'on appelle dans le domaine du sport l'avantage qu'il y a à jouer à domicile. Cet avantage à jouer sur son terrain a été étudié dans le domaine du sport. Et ce que les études montrent, c'est que c'est l'effet de la foule qui influe sur l'arbitre et qui font que l'arbitre, en fait, est plus bienveillant à l'égard de l'équipe qui joue sur son terrain et ne voit pas certaines fautes bizarrement. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les études montrent que dès lors que vous mettez de la vidéo, arbitrage vidéo, ce biais, cet avantage à jouer à domicile disparaît. Donc, je pense qu'il y a des choses à tirer du point de vue policy pour nous. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là quand je dis on peut utiliser cette métaphore? Eh bien, avec le néolibéralisme, les réunions, les conf calls, etc., entre les superviseurs et les banques ont explosé, mais littéralement explosé. Les superviseurs sont en permanence au contact de l'industrie. Alors que si vous regardez les contacts qu'ont les superviseurs avec la société civile en général, avec les associations d'épargnants, avec les associations de consommateurs, c'est réduit à peau de chagrin. Le déséquilibre des forces est considérable. Et donc ça veut dire que ça crée un biais psychologique, si vous voulez, comme l'arbitre là, quand face à une équipe qui joue sur son terrain, ça crée un biais psychologique qui explique pourquoi des régulateurs en apparence honnêtes et qui sont bien intentionnés, qui n'ont pas le sentiment de jouer pour l'industrie, et bien finalement le font et ne se rendent pas compte que leurs décisions sont biaisées. Donc l'arbitrage vidéo, on peut imaginer que pourrait être la transposition et j'ai quelques propositions dans ce sens. Alors maintenant, que faire pour desserrer cet étau? Alors j'ai peu de temps, donc ça va vous sembler une liste pas super cohérente. J'ai rassemblé des choses qui me semblent vraiment essentielles, mais il y a plein d'autres choses qu'on peut imaginer et qui peuvent étayer la discussion. La première, c'est agir en amont. Agir en amont sur la formation des futurs dirigeants du privé et du public. Ça veut dire quoi? Ça veut dire induire de la diversité dans les approches théoriques qui sont enseignées à l'université, dans les business schools, à Sciences Po, à l'ENA, etc. Il s'agit d'armer les étudiants pour qu'ils puissent défier intellectuellement le cadre néoclassique. Il ne s'agit pas de dire on n'enseigne plus le cadre néoclassique. Il s'agit juste de dire on a des programmes qui sont plus équilibrés. Ça veut dire qu'il faut enseigner l'économie institutionnaliste, l'économie évolutionniste, le marxisme, le keynésianisme, et pas seulement celui de la synthèse, plutôt le Keynes kalékien, le Keynes qui a inspiré Minsky, etc.
Cette ouverture doit se faire très tôt dans le cursus, parce que c'est très tôt dans le cursus que l'idée que les étudiants se font de ce qu'est l'économie fonctionne. Il faut rompre avec la vision fantasmée qui est véhiculée dans les manuels de finance sur ce que fait l'économie, sur son apport à la société. Il faut donner plus de place au décryptage des forces à l'œuvre dans l'émergence des déséquilibres financiers au niveau national et international. Il faut donner plus de place à l'histoire économique. Des thèmes, par exemple, comme finance et inégalité, comme finance et gouvernance, financiarisation et gouvernance des entreprises, comme financement de la transition écologique, comme les nouveaux risques financiers climatiques, qui est un sujet majeur aujourd'hui, eh bien, ça doit être entré dans les programmes de finance. Ça doit pas juste être des choses qui restent à la périphérie. Ce sont des sujets cruciaux pour notre avenir commun. Ça, c'est une première proposition. Il faut introduire de la réflexivité dans l'enseignement supérieur, donc dans ces écoles qui forment nos futurs dirigeants, et lutter contre la tentation du scientisme. Aujourd'hui, les meilleures formations en finance, ou celles en tout cas qui sont reconnues comme telles, ne se concentrent que sur les aspects mathématiques et techniques de la finance. Elles désertent totalement l'impact de la finance sur la société. Elles négligent l'explicitation des liens entre une finance qui se représente comme une discipline scientifique, au même titre que la biologie ou la physique, et les autres disciplines, notamment les disciplines en sciences sociales. Cette spécialisation technique extrême est une entrave majeure à un sentiment de responsabilité des gestionnaires de finances, puisqu'on leur a toujours présenté la technique comme neutre. Ce potentiel performatif, le potentiel performatif de la finance est totalement nié. En clair, la finance mathématique ne représente pas le monde, elle le façonne. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas du tout dans les programmes des meilleures écoles en finance. Et donc, ça veut dire que, on a une tentation scientiste très forte. Le scientisme, c'est une idéologie qui prétend que seule la science est légitime à dire quelque chose sur le monde. Et le scientisme touche potentiellement toutes les disciplines qui s'irriguent de la recherche et qui sont irriguées par des techniques mathématiques. Et donc la finance est au premier, comme la médecine, comme d'autres disciplines. Et donc je pense qu'il faudrait enseigner que la dimension éthique, déontologique, morale, je vais même jusqu'à dire morale, des techniques, des produits, des pratiques financières, il faudrait que ça rentre massivement dans les programmes et pas de manière théorique. Il faut des études de cas, il faut qu'on décrypte des études de délinquance en col blanc. Qu'est-ce que vous auriez fait dans cette situation, en quoi là vous dépassez la ligne jaune, etc. Donc consacrer ça et consacrer une partie à la pratique réflexive, c'est-à-dire que les étudiants à un moment se mettent en position de réfléchir à l'impact de leur futur métier sur la société, disons. Et ça serait protecteur, très en amont des dérives de la finance. Lutter contre les portes tournantes, troisième proposition. Alors, il y a une solution radicale, c'est un haut fonctionnaire qui veut aller faire une partie de sa carrière dans la finance, il démissionne de la fonction publique. Donc à ce moment-là, c'est un aller simple. Il n'y a plus d'aller-retour, c'est un aller simple. Il y a des solutions qui sont plus nuancées, qui pourraient néanmoins se révéler efficaces. Une première option qu'on défendait dans un rapport Terra Nova sur les conflits d'intérêts, nouvelles frontières de la démocratie. Donc une première option serait qu'un fonctionnaire ne puisse pas revenir dans son corps d'origine. S'il a un quelconque lien avec le secteur pour lequel il a quitté la fonction publique. Par exemple, un inspecteur des finances qui a pantouflé dans la banque, il ne devrait pas pouvoir revenir ni à Bercy, ni à la Banque de France, ni à la CPR, ni à l'AMF. Il peut aller au ministère de la Culture, au ministère de l'Agriculture, au ministère du Travail. Ça, il peut. À la limite, ça favorise la transmission des compétences, etc. Moins radical, ça serait d'imposer de longs délais de viduité entre les fonctions privées et publiques, de sorte de désamorcer les carnets d'adresses. Mais ça, j'y crois nettement moins bien. Nettement moins. Quatrième proposition, ouvrir les espaces de décision, obliger à la traçabilité des prises de décision et soutenir le contre-lobbying technique. Alors, je suis une farouche défenseuse de la lutte contre les conflits d'intérêts. Donc, je suis membre qualifié de Finance Watch. Donc, ce que je dis, évidemment, c'est quelque chose qui irait dans l'intérêt de cette ONG. Pour autant, je ne suis pas payée par Finance Watch. Je paye pour être membre qualifié. Donc, le manque de transparence sur l'activité de lobbying nuit gravement à la démocratie. L'équité, la traçabilité des prises de décision publiques est un moyen efficace, à mon sens, de lutter contre l'emprise des lobbies.
L'équité dans l'accès aux décideurs publics implique de promouvoir des consultations publiques plus équilibrées qu'elles ne le sont aujourd'hui. Aujourd'hui, sincèrement, c'est totalement déséquilibré et c'est largement un jeu théâtral à destination du citoyen qui fait semblant d'organiser un débat public alors que les choses sont déjà décidées. La traçabilité signifie savoir comment la prise de décision s'est opérée, quels intérêts ont été entendus, quels arguments ont été avancés, ont-ils été soumis à la contradiction, quels ont été les fondements des arbitrages retenus. Et donc, pour rendre opérationnel ça, il y a des propositions. Rendre obligatoire l'organisation d'un processus transparent de consultation publique, favorisant la représentation de la société civile dans toutes les dimensions associées au projet de loi en préparation. Rendre obligatoire la publication du contenu des plaidoyers reçus par les décideurs publics. Seule la transparence à ce niveau peut permettre un véritable débat basé sur des sources et des arguments contradictoires. La complexité des sujets est l'un des principaux vecteurs de la capture, et ça, tout lobbyiste le sait. Le jargonnage technique est le b.a.-ba de l'enfumage des parlementaires. Il faudrait donc favoriser, alors que souvent il est facile si on abandonne le jargonnage technique, il est très facile d'expliquer ce que c'est, par exemple, qu'un produit structuré. Moi, je peux vous l'expliquer en 5 minutes et vous aurez compris, même si vous n'êtes pas économiste. Donc, il faudrait favoriser financièrement les ONG qui produisent ce contre-lobbying technique. Ces ONG sont dramatiquement sous-dotées et passent une partie importante de leur temps à aller faire du fundraising. Et évidemment, du coup, elles ne peuvent pas être sur tous les dossiers. Alors après, bon, on peut discuter sur la manière dont ça peut se faire. Et d'ailleurs, s'il n'y avait pas eu un amorçage par la commission de Finance Watch n'aurait jamais vu le jour. Donc, je pourrais illustrer ça dans la discussion. Il faudrait rendre publics les amendements rédigés par les lobbyistes, proposés aux parlementaires et repris clé en main. Et d'ailleurs, je pense qu'il serait intéressant de faire un décompte par parlementaire du nombre d'amendements clé en main qu'il a essayé de faire passer. Faire systématiquement publicité quand il est avéré que des arguments faux, biaisés, non actualisés sont avancés dans le lobbying, eh bien, il faut en faire la publicité, il faut le mettre en avant. Systématiquement, publier la liste de toutes les personnes et des organisations qui sont consultées lors de la préparation d'un rapport ou d'un texte de loi, la date, la durée des rencontres. Pourquoi? Eh bien parce que le travail de lobbying, il ne se fait pas lors des consultations publiques, évidemment. Il se fait en secret. Il y a eu un très bon article dans Le Monde hier sur le lobbying de l'industrie des pesticides, sur ces questions-là. Et ça va jusqu'à la menace, hein. Enfin, c'est ce qui explique l'article. Donc son efficacité, en fait, du lobbying s'éprouve lors de rencontres évidemment informelles, qui préparent le terrain et qui passent très largement sous le radar. Ces propositions, en fait, elles visent simplement à ouvrir les espaces délibératifs et à rééquilibrer les forces en présence dans l'élaboration de la décision publique. Il ne s'agit pas de dire qu'il faut supprimer les lobbies. Les lobbies, ça n'a aucun sens. Il faut simplement être capable d'organiser un débat qui soit ouvert et qui soit contradictoire véritablement. En finir avec la déresponsabilisation des élites délinquantes. Donc, en fait, ça, c'est vraiment très symptomatique. En dépit de l'indignation citoyenne légitime à l'égard des multiples scandales financiers, en dépit de la stigmatisation médiatique qu'elles induisent, très rarement ces déviances sont sanctionnées pénalement, contrairement aux atteintes aux biens et à la personne. Donc il y a un très bon bouquin que je vous conseille de Pierre Lascoum et Carla Nagel là-dessus, La sociologie des élites délinquantes, de la criminalité en col blanc à la corruption politique. Et c'est étonnant parce que les préjudices pécuniaires sont généralement beaucoup plus importants que dans les atteintes aux biens et à la personne. Alors, il y a plusieurs explications qui peuvent être avancées quant à ce traitement différencié des illégalismes, et notamment l'absence de contact direct avec la victime. Quand vous avez une atteinte au bien à la personne, vous avez un lien direct avec la victime. La délinquance en col blanc, elle se caractérise par l'absence de contact direct entre les auteurs et ceux qui, en dernière instance, sont les victimes, à savoir vous et moi, les citoyens, les déposants, etc. Quand la société dans son ensemble est in fine la victime, par exemple, imaginez les pertes de rentrée fiscale avec les affaires d'évasion fiscale, les dépenses publiques liées au soutien des institutions financières, etc., cette distance à la victime fait que les actes délictueux perdent finalement en concret, ça devient des abstractions.
il bénéficie d'une espèce de déni collectif quant à la gravité de ces actes. Et le problème, c'est que le néolibéralisme, dans tout ce qu'il a produit, il a également produit un affaiblissement des défenses immunitaires de la société contre ce type de délinquance, avec un mouvement généralisé de dépénalisation de la vie des affaires, qui crée en même temps les conditions de la prolifération, en fait, de ces affaires. Alors, ça a commencé d'abord aux États-Unis, au Royaume-Uni, mais on a rattrapé les choses. Or, c'est très grave ça, parce que le droit pénal, il a une fonction sociale très forte. Le droit pénal, il donne la ligne jaune de ce que la société accepte ou tolère et de ce que la société rejette fondamentalement. Et donc, ça veut dire que dès lors que vous dépénalisez, vous envoyez à la société une espèce de signal que ces déviances sont finalement tolérées, socialement acceptables. Et le problème, c'est que ça nuit considérablement à la cohésion sociale. Puisque si vous volez un bien, vous risquez d'être poursuivi. Et ben bon. La non-pénalisation des comportements sociaux déviants, ça traduit bien cette tolérance de la société. La rareté des poursuites pénales, et ça c'est particulièrement grave, dans les cas de délits financiers, évidemment ça alimente la défiance de la société, à raison, de la défiance de la société à l'égard de la finance, et ça affaiblit fondamentalement nos institutions démocratiques. Parce que si vous ajoutez ça avec le cocktail des portes tournantes, évidemment que ça affaiblit nos institutions démocratiques. Ça crée un ressentiment populaire contre les élites financières qui se nourrit du poids de l'argument deux poids, deux mesures en matière de répression et d'un sentiment qu'il y a une impunité finalement pour la délinquance en col blanc. Cet état de fait est particulièrement visible dans la banque. Toutes les études montrent qu'il y a une très forte défiance à l'égard de la banque et bizarrement pas à l'égard de son banquier personnel. Et pourquoi ? Parce qu'en général, c'est les personnes morales qui s'acquittent des sanctions pécuniaires. Ce n'est pas les personnes physiques qui ont pris les décisions. Et tout ça déresponsabilise complètement ceux qui décident, puisqu'ils ne payent pas. Et donc, ma préconisation, qu'on défendait également dans ce rapport Terranova sur les conflits d'intérêts, c'est qu'il faut des sanctions personnelles beaucoup plus fortes de ceux qui prennent intentionnellement des décisions financières délictueuses. Et ça doit faire partie de l'arsenal de lutte contre les forces centrifuges qui minent nos démocraties. Dernière chose, j'en ai terminé, séparer les activités de banque commerciale et de banque de marché. Le monde de la banque et de la finance est un monde excessivement complexe et cette complexité constitue une entrave majeure à sa régulation. Cette complexité, elle touche la structure des groupes financiers et elle touche les produits financiers. La séparation des activités au sein des banques systémiques permettrait une simplification des structures de groupes et donc une meilleure maîtrise des risques portés par ces groupes. C'est une réponse au too big to fail, au too complex to fail. C'est selon moi la mère des réformes. Et quand je disais dans mon introduction que les politiques ont enterré les seules réformes qui vraiment auraient eu un impact, je pensais évidemment à celle-ci. Donc c'est vraiment un domaine dans lequel on n'a pas du tout avancé. Et je pense que là, il faut prendre au sérieux ce que disent les patrons de banque. Les patrons de banque qui sont pris la main dans le sac dans des scandales financiers, c'est quoi leur ligne de défense ? Ça a été par exemple la ligne de défense du PDG d'HSBC, ça a été la ligne de défense du PDG de Wells Fargo, ils avaient ouvert des millions de comptes fictifs, enfin bref. Ils disent « Ah mais moi je ne peux pas, c'est devenu trop gros à gérer ». Ben ouais, c'est trop gros à gérer, alors on coupe. Ben, je veux dire, pourquoi est-ce qu'on n'a pas des politiques de la concurrence, exactement comme avec les GAFA d'ailleurs, qui effectivement, puisqu'on a conscience de la difficulté, adoptent une solution adéquate. Donc ça serait moins de prise de risque excessive, ça serait une résolution des conflits d'intérêts qui sont inhérents aux banques systémiques, qui sont constitutifs à l'affaiblissement des normes éthiques qui sont permises par cela et aux distorsions de concurrence dans la banque. Voilà, j'en arrête là. Alors, tout d'abord, on a évidemment une crise profonde en Europe, c'est ça ce qui motive, et une crise profonde de l'Europe. Bon, bien sûr, dans crise, il y a la charge de gravité,
Mais c'est aussi, la crise, c'est aussi un moment de jugement, d'évaluation, et c'est une période de tâtonnement et de choix. Et donc, on est, pour le dire un peu pudiquement, dans une période de choix et de tâtonnement, mais espérons qu'on n'ira pas tâtonner des choses trop dangereuses. C'est comme ça. Et on essaye, on participe de ça. Et, à mon avis, c'est une crise vers une autre Europe, et il y a la recherche d'une autre Europe, malgré tout. Une autre Europe, et d'ailleurs, d'une certaine façon, c'est ouvert politiquement, en apparence, parce que toutes les idées sont fermées, par le fait que la refondation, soi-disant, est sur la table. Et la prochaine mandature, par exemple, des institutions européennes, ce serait normalement sur la refondation. Nous verrons ce que ce mot-là fera comme chemin. Mais d'abord, ça peut amener n'importe où, comme je l'ai dit. Deuxièmement, je veux insister sur le fait qu'il y a besoin d'une autre Europe, mais d'une Europe, c'est-à-dire il y a besoin d'une mutualisation. Fondamentalement, l'Union européenne et l'Europe, c'est une mutualisation, je pense, par rapport aux énormes zones mondiales, donc non pas d'une masse, mais d'une mutualisation, et qui tient compte des conditions actuelles, nouvelles, dont il faut voir la nouveauté, qui n'est pas forcément rose ou noire, mais la nouveauté notamment des conditions technologiques. Et donc ce n'est pas du tout la même chose, cette mutualisation, que de dire on fait poids ou de dire on va s'isoler les uns les autres avec une prétendue souveraineté. Je reviendrai en conclusion sur quelques idées concernant ce qu'on pourrait appeler la souveraineté monétaire. Et troisièmement, je crois que, ce qui imprègne ce que j'expose ici, c'est l'idée qu'il ne faut pas non plus rentrer dans une guerre de religion sur les traités et sur la conception de l'Europe. C'est-à-dire qu'il faut faire les choses probablement à partir de l'existant, sans écarter, bien sûr, les choses profondément nouvelles. Je n'utilise pas le mot radical qui est détourné aujourd'hui en violent. Ça veut dire prendre les choses à la racine, notamment, normalement. Mais en tout cas, sans écarter de faire les choses nouvelles, mais à partir de l'existant. Alors donc, la crise systémique, on peut en parler longuement, je ne vais pas détailler. Nous l'avions appelé d'ailleurs, dès les années 80, avec les amis avec qui je travaille, et notamment Paul Boccara, Yves Dimicoli, Denis Durand, même si Paul Boccara est mort, un cancer financier. À l'époque, on se moquait de nous. Dans l'université notamment, mais ailleurs aussi. Parce qu'un cancer, ce n'est pas comme une grippe. Une grippe, on s'effondre, puis on repart. Un cancer, vous voyez, on a eu l'effondrement en 2008-2009, on peut l'appeler crise, mais on sait bien que la crise est encore là et qu'il va y en avoir une nouvelle. Donc c'est beaucoup plus profond, beaucoup plus systémique. Alors on a une crise, on a une croissance très faible dans l'Union européenne par rapport au reste du monde, et surtout aussi une croissance malsaine. Inégale, on peut détailler en intra comme en extra, on peut détailler à tous les niveaux en fractal. Une croissance malsaine socialement, concernant l'emploi, et quantitatif et qualitatif, la pauvreté, mais aussi les activités industrielles, et donc malsaine du point de vue écologique. À la fois insuffisance, maîtrise et mal orientée pour les activités industrielles. Pourtant, après la crise de 2008-2009, on a mis énormément de moyens financiers. Et on aurait pu croire qu'on avait compris que les banques, c'était important. Moi, j'aime beaucoup la formule de Varoufakis. Les banques sont les nouveaux tanks contre les peuples. Mais il faut la prendre très au sérieux. La Banque centrale européenne, je vais un peu centrer mon propos sur elle, parce qu'il y a une institution très importante. Et je pense que les questions sont politiques, au bon sens du terme. C'est ce qui est derrière ton intervention et je pense les autres interventions aussi. La Banque centrale européenne a mis des milliards en 3 temps, pour revenir sur les 3 temps, je ne détaille pas, mais aujourd'hui, elle met 753 milliards d'euros dans les banques. C'est à peu près 2 fois le budget de l'État français, c'est 53 milliards, si vous voulez. 753 milliards d'euros dans les banques, pour ce qu'on appelle le refinancement.
et 2538 milliards, j'ai les chiffres précis, fin septembre 2018, dans les marchés par rachat de titres. Et LTRO, je l'expliquerai. Et en réalité, son bilan a été multiplié par 4 par rapport à avant la crise. Et tout le monde dit qu'il y a une crise qui va venir. Dans 18 mois, dans 2 ans, on ne sait pas, elle viendra, on ne sait pas par où. C'est un petit peu comme quand on a eu 1938 après 1929, il y a une crise économique en 1938. Et tout le monde savait qu'il y aurait. Donc ce n'est pas parce qu'on sait qu'elle ne va pas venir. Elle ne va pas venir par là où on l'attend peut-être. Au fond de cette crise, et je n'ai pas le temps de développer, c'est la question de la suraccumulation de capital. Ce n'est pas la dette, mais c'est l'énormité de l'accumulation financière et en face de cette énormité de l'accumulation financière, une création de richesse empoisonnée et faible. Et donc, ce capital accumulé par cette accumulation financière, il réclame son rendement et c'est insuffisant. Et comme en plus il gonfle, il réclame encore plus de rendement. Enfin, encore plus de masse pour avoir le même rendement. 10% sur 1000, ça fait 100. 10% sur 4000, ça fait 400. Pour faire simple. Alors, donc, un mot sur la finance, c'est décisif. Deuxièmement, je reviendrai sur la BCE. Troisièmement, quelle est l'autre logique qu'on peut porter? Et quatrièmement, les propositions. Alors, la finance, c'est un enjeu décisif. Il y a un double enjeu en réalité, parce que c'est un enjeu décisif de couplage entre la finance et le reste de l'économie. C'est ce qui traverse aussi ton exposé, je crois. Le double enjeu, c'est l'utilisation des milliards qui ont été mis, notamment par la Banque centrale européenne, dont il faut se rappeler que c'est une institution publique. Malgré l'indépendance, c'est une institution publique, c'est une composante de l'exécutif européen. Et donc, l'utilisation de ces milliards, et deuxièmement, le besoin de dépenses de développement et de dépenses d'investissement pour sortir. On ne s'en sortira pas sans une nouvelle impulsion massive et d'un autre contenu. C'est très important ces deux choses-là à voir. Alors, l'utilisation de ces milliards, ils sont allés essentiellement à la croissance financière, ces milliards. À des exportations de capitaux, à de la spéculation, à des délocalisations. Une petite partie est allée à l'investissement essentiellement contre l'emploi. Par exemple, fusion-acquisition financée par les banques, en utilisant ces banques-là l'argent de la BCE. Les banques reçoivent de l'argent de la BCE, elles financent des fusions-acquisitions qui sont un petit peu d'investissement et beaucoup de suppression d'emplois dans la fusion. Et puis beaucoup de délocalisation. Et de la baisse du coût du travail. Bon. Avec un petit élément positif sur lequel je reviendrai, dans ces fusions-acquisitions, il y a un partage sur d'immenses ensembles qui leur permet un petit peu d'efficacité supplémentaire. Bon, investissement contre emploi, avec baisse des coûts salariaux, du coût du travail. Investissement contre l'écologie, bien sûr. Et investissement contre les services publics, qui sont quelque chose qui n'est pas seulement de la demande, mais qui fait partie de l'offre. C'est-à-dire, les services publics, c'est le développement des capacités humaines. De l'autre côté, on a besoin... c'est-à-dire, la Banque centrale européenne a agi, finalement, au service des marchés financiers et de leur logique, pour viser le rendement, la rentabilité. Je dirais 2-3 mots d'économie, même si moi, je ne suis pas professeur d'économie. Je travaille justement dans l'administration économique, formé par ces écoles dont tu as parlé. La création de richesse, c'est la valeur ajoutée. C'est énorme. C'est Adam Smith qui a expliqué ce que c'est que la valeur ajoutée. Pardon. Mais le profit, c'est qu'une partie de la création de richesse. Mais on est centré sur le profit. Donc, de l'argent qui va à des acteurs privilégiés en cherchant le rendement financier, l'amélioration du niveau de la valeur du capital et du coup, la croissance qui est insuffisante, le poids de la dette qui augmente. Parce que c'est le poids de la dette qu'on nous met en avant. Dans l'histoire, et c'est très important l'histoire, on s'est sorti des crises de dette toujours
par un petit peu d'effacement de dette, mais surtout beaucoup de reprises très, très amples, avec des nouvelles dépenses. Donc c'est ça qu'il faut voir. Excuse-moi. Et j'ai envie de... De l'autre côté, il faut des investissements et des dépenses de développement. Et d'ailleurs, c'est ce qui monte avec l'idée que l'austérité, ça suffit. Pour une croissance, mais d'un autre type, social, écologique et solidaire. Et de fait, c'est ça qui va baisser le poids de la dette et qui va permettre de repartir, y compris de repartir en coopération, en solidarité. Donc il y a une dimension sociale très importante. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? L'argent a été mis sans critères explicites. Donc il y a aussi une capture d'une certaine façon, parce qu'il y a tout un système de pouvoir et toute une logique. À mon avis, le fond de l'affaire, c'est que l'argent est monopolisé par les dirigeants des firmes multinationales. L'utilisation de l'argent, est monopolisée par les dirigeants des firmes multinationales et des institutions financières. Avec une logique, parce que ce n'est pas seulement les gens. Je pense qu'il faut toujours articuler la logique avec les gens. Peut-être que ce sera un élément de débat, même si je partage beaucoup de ce que tu dis. L'obsession de la rentabilité financière. Et je pense que par rapport à ce qui était dit dans les années 30, il ne suffit pas seulement de cantonner la rentabilité financière ou de couper les banques en disant là vous faites ce que vous voulez. Il faut promouvoir d'autres critères, une autre logique positive. Parce que sinon on n'aura pas une alternative qui marchera. Et donc on doit pousser ça les uns et les autres. Dernier point sur la finance, ce n'est pas qu'une question technique. C'est d'abord une question politique. Pas au sens de la volonté pure. Parce qu'il y a un élément de volonté, mais il y a un élément objectif. Il y a des choses réelles, on ne peut pas mettre de l'eau dans le gaz. Ça explose. Bon. Mais au sens de la visée, les choix et les valeurs. C'est-à-dire l'éthique, ce n'est pas seulement bien faire les mêmes règles sans tricher. C'est se poser la question du contenu moral de ces règles-là et peut-être changer les règles de façon raisonnée. Et je pense que c'est très grave de dire que c'est que de la technique. Que la technique c'est neutre ou que les lois sont naturelles. Nous connaissons en économie et peut-être aussi cette idée des lois naturelles, mais elles progressent par la technicité et donc vous changez la politique et le personnel, mais laissez tout aux techniques. C'est un des fondements de l'illibéralisme et des formes de dictature que les peuples ressentent, à mon avis. Et je pense que de ce point de vue-là, alors en même temps, il nous faut comprendre comment ça marche et la dimension technique, et je pense que c'est un changement pour la gauche de s'intéresser à l'argent. J'ai souvent coutume de dire, vous avez probablement vu Little Big Man. Eh oui, mais les Indiens, quand ils ont vu la magie des Blancs qui étaient les fusils, parce que le crédit, c'est une sorte de magie qui peut être noire ou blanche. Non, blanche au bon sens du terme, pas au sens de la coque. Et noire, la magie noire, c'est terrible. Je comprends ce que tu veux dire. Merci, explicite comme ça. Mais tous ces Indiens qui patouchent à la magie des Blancs avec les fusils et qui, avec un courage décuplé par rapport à tous ces colons, meurent la poitrine offerte au fusil. Hein? Et Sitting Bull qui, lui, non, il faut utiliser la magie des Blancs. Alors est-ce qu'on va rester dans nos tipis à dire changement, 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 changement sans toucher à l'argent? À mon avis, c'est la question à gauche. Parce que nous avons nos conservatismes. Et donc, au cœur de ça, si le problème, c'est l'utilisation de l'argent, les critères sur l'utilisation de l'argent sont très importants et ce sont des questions politiques. C'est-à-dire qu'ils renvoient à des institutions qui observent comment on fait, le débat, ce que tu as dit, mais que j'englobe de façon plus large, le contenu des critères, profit ou autre chose, mais les critères qui marchent, pas simplement la volonté, et le lien donc aux entreprises, aux services publics, c'est-à-dire à l'utilisation. Il y a un couple en réalité, masqué, mais il y a un couple. Alors, la Banque Centrale Européenne, elle a changé en réalité ce qu'elle a fait, fondamentalement. Bien sûr, elle est indépendante, on se sait, elle est indépendante, et elle a pour objectif l'inflation. Et penser qu'il suffit de changer ces deux phrases-là pour changer les choses, à mon avis, c'est se faire des grandes illusions. C'est croire qu'il suffit de mettre de la volonté sur une écriture et puis ça change.
Même si, in fine, il ne faudra plus qu'elle soit indépendante et que ce ne soit pas que l'inflation, son but. Mais derrière, il y a des théories. Par exemple, une idée qui dit qu'il n'y a que la quantité de monnaie qui compte. C'est ça la théorie quantitative de la monnaie. Il n'y a que la quantité de monnaie qui compte. Donc, on s'en fiche de savoir si elle a été mise en spéculation ou en investissement de développement. Et donc, il suffit de quelques-uns des salles de marché là-haut pour regarder, puis la quantité de monnaie, et puis l'inflation, et on pilote ça d'en haut de façon très technocratique. Par contre, dans les banques, alors là, on pilote de façon très, très complexe à l'intérieur. Non, c'est l'inverse. Si c'est mis dans l'écologie ou dans le social, et comment, etc. Mais ça demande une toute autre organisation. Oui, mais je suis économiste atterré. Par exemple, Henri Sterdyak, mais tu es fou, c'est pas faisable. Dans l'histoire, les banques centrales, elles n'ont pas toujours fait ce qu'elles font aujourd'hui. Et on disait dans les années au 19e siècle, vous êtes fous si vous voulez faire ça aux banques centrales. Et dans les années 30, vous êtes fous si vous voulez que les banques centrales fassent ce qu'elles ont fait après 1945. Et donc aujourd'hui, ça renvoie à une structure institutionnelle des banques centrales en interaction avec ce qui se fait dans le pays. Même s'il y a des choses qui existent, mais je n'ai pas le temps de développer. Donc elle a beaucoup modifié ce qu'elle fait. Elle est intervenue très fortement, tu l'as dit, en mettant des milliards. Elle est intervenue pour racheter des titres. En réalité, ce qu'elle n'avait pas le droit de faire, même les Allemands ont gueulé, on va dire. Elle a baissé les taux d'intérêt tout de suite, mais sans condition, pour le refinancement. Le refinancement, c'est quoi? C'est la banque, si toi tu es une banque, tu vas prêter de l'argent à Ulf, qui est par exemple une entreprise. Il faut comprendre ça. Hein. Et cet argent, tu le crées par un jeu d'écriture. Et pourquoi tu lui prêtes? Pas uniquement parce qu'il y a de l'épargne, mais surtout parce que tu anticipes que demain, il va créer des richesses, l'entreprise. Merci, raccroche, s'il te plaît. Et, donc, tu anticipes qu'il va créer des richesses. Et donc, c'est un jeu d'écriture. Mais à un moment ou à un autre, tu as fait ton anticipation sur 10 ans, tu peux avoir besoin de monnaie fraîche, disons, de billets, de choses comme ça, ce qu'on appelle la monnaie banque centrale. Donc, tu vas venir me voir, moi, banque centrale, en disant, j'ai besoin de fraîche. Et moi, je te prête de la fraîche, ça s'appelle le refinancement, pour t'aider à faire. Et en garantie, je ne suis pas fou. Qu'est-ce que tu me donnes en garantie? Une contrepartie, ce qu'on appelle les collatéraux avec un terme anglais maintenant. Contrepartie. Et la banque centrale, maintenant, ce qu'elle prend comme contrepartie, c'est surtout ce qui est spéculatif et très rentable. Et les rendements et les titres spéculatifs. Mais pourquoi elle ne pourrait pas dire, c'est bon, ça fait de l'écologie, ça fait du social, c'est pourri, c'est délocalisation, c'est pourriture. J'accepte pas ça en contrepartie. Donc, mais vous imaginez ce que ça veut dire dans les banques centrales, regardez les titres et tout. Ce qui se fait en réalité à la Banque de France, par exemple. Ouais, mais vous comprenez un peu le faire. Et donc, elle a baissé énormément le taux d'intérêt, c'est là-dessus, et en plus, elle a financé à 3 ou 4 ans. Avant, c'était au jour le jour ou à quelques semaines. 3 ou 4 ans. C'est ce qu'on appelle long-term refinancing operation et targeting long-term refinancing operation, pour vous dire que c'est ciblé. Mais en fait, le ciblage, c'est pour prétendre qu'on met des critères, parce que la bataille sur les critères a monté en 2012, avec la bataille politique où moi j'étais impliqué pour tenir le Mélenchon, qui a complètement ripé ensuite. C'est comme ça la vie, c'est vrai. Il y a même une photo, on le voit entre Généreux et moi, il se met la tête entre les mains, le Mélenchon. Mais parce que c'est monté, l'idée qu'il faut des critères. Et ça a disparu. Donc ils ont dit qu'ils mettaient des critères, et le critère était bidon. C'est on va prêter, non pas en sachant ce qui se fait dans l'entreprise, mais on va prêter, la Banque centrale va prêter à la banque si elle fait plus de crédit. Du crédit à n'importe quoi. C'est ça, il faut savoir. Bon, le bilan, c'est que ça ne marche pas, et qu'en plus, il y a des disparités considérables, y compris de l'Union européenne sur le monde. Une autre logique est nécessaire. Donc je saute des choses très intéressantes sur les balances des paiements en Europe, mais il n'y a que moi que ça intéresse. L'autre logique est nécessaire. Une autre logique est nécessaire. Voir le financement comme un moyen indispensable. Je pense que là aussi, à gauche et dans les milieux populaires, on a peur de la dette. Hein, on a peur un peu de la dette. Il y a quelque chose qui ne marche pas s'il y a de la dette. Je vais vous dire 2 choses très importantes. 2 mécanismes, puis 2 faits historiques. 1. Avant de produire, je n'ai pas produit. Donc il me faut des avances avant de produire. Et s'il faut beaucoup d'avances dans toute la société, au niveau de toute la société, ça va être du crédit et de la création monétaire. Parce qu'il n'y a pas assez. Sinon, l'avance, tu peux me prêter, toi, de l'argent qui existe. Et donc, il faut des avances avant de produire. Et ce n'est pas mauvais d'avoir des avances avant de produire. Avant de produire, il faut acheter des machines. Avant de produire, il faut se former, des services publics. Donc, c'est normal. Et dans la production, ça va marcher ou pas. Donc, le lien entre avance et production, c'est ça le pilotage. Et c'est ça qui est fondamental. Et ça, c'est une maîtrise de civilisation
par la société humaine de ce qu'elle a créé comme institution avec une monnaie basée sur la confiance qui même n'a plus de lien presque à cette relique barbare qui était l'or. Deuxième chose, c'est normal. C'est pas mauvais d'être endettés les uns aux autres. Il y a une phrase de Rabelais qui dit, tout un texte de Rabelais, qui dit « Mais mon cœur est en dette avec mes poumons pour le sang, et puis il y a une dette avec mon cerveau, avec mon intestin. » Tout ça tourne. La question, c'est est-ce que ça tourne, est-ce que ça marche, ou est-ce qu'il y a d'énormes poches cancéreuses, etc. Vous voyez, la métaphore médicale marche très souvent bien en économie. Donc la question, c'est un flux vers un usage. Et moi, je partage ce que tu dis, Xavier, dans le texte que tu avais envoyé. Mais un usage qui n'est pas un usage de secteur. On a eu dans les années 50, 60 en France, on va privilégier l'exportation, le béton, le ceci, vous voyez, bon. Mais vers un contenu. Et au cœur du contenu, il y a création de richesse réelle, ce qu'on appelle la valeur ajoutée, et pas seulement profit, toute la richesse réelle, de façon solidaire, et l'emploi. Donc création de richesse réelle solidaire, emploi et économie de matière avec des indicateurs écologiques. Mais pas seulement en positif, contre les coûts du capital, c'est-à-dire les prélèvements de dividendes, d'intérêts bancaires, donc on baisse les intérêts bancaires, des mesures qui pénalisent s'il y a forte distribution de dividendes ou même s'il y a forte accumulation. Voilà. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, comme je l'ai dit, donc la logique, c'est il faut une expansion sociale et écologique pour le social et pas l'austérité. C'est ça qui va permettre le démarrage. Il faut vraiment amorcer la pompe très massivement. D'autant plus, et je vais essayer de faire vite là-dessus, qu'il y a des nouvelles conditions profondes par rapport aux années 30 ou à la sortie en 1945. J'en donnerai deux et puis j'en citerai deux autres. La première, c'est la mondialisation en soi. L'ouverture et le poids du dollar, qui est renforcé en réalité, rend difficile les choses. Parce qu'à peine on agit, tout s'enfuit, pour faire simple. Et vous avez vu Trump, la réaction, on nous parle de la guerre commerciale, c'est un élément. Mais il y a aussi beaucoup la montée des taux d'intérêt et la montée du dollar, qui est liée en partie à la politique de Trump, même s'il y a une mise en scène avec la Banque centrale. Si le taux d'intérêt américain monte, eh ben les capitaux qui, eux, sont de l'argent qui cherchent du pognon, ils vont aux États-Unis. Et comment on les retient? Ah ben, la technique actuelle, c'est qu'on monte les taux d'intérêt. Et du coup, en Europe. Et du coup, on tue l'investissement. Non, il faut agir autrement. Deuxièmement, il y a une révolution informationnelle numérique qui est très importante. En quoi elle est importante? C'est qu'elle change un certain nombre de choses. On remplace, au lieu de remplacer la main de l'homme qui manie l'outil par des machines, ça c'est la révolution industrielle, on remplace le cerveau de l'homme qui transforme des informations. Or, une information, ça se partage. Et donc, les partages et les mutualisations pourraient être fondamentaux. Et ils nous font des partages dans des grandes multinationales. Donc, nous, on doit penser partage et mutualisation. D'où grande zone, Europe, etc. Mais deuxièmement, plus fondamentalement encore, la révolution informationnelle met en avant les capacités humaines qui sont des éléments clés aujourd'hui, au lieu du capital, au lieu des machines matérielles. En lien avec les machines, mais deviendraient plus importants et plus décisifs les dépenses pour les capacités humaines, les dépenses humaines. C'est ça qui est fondamental. Et comment on le fait? Aujourd'hui, ils le font par la finance, donc avec une contradiction terrible. Je finance la recherche par des titres financiers encore plus élevés. Donc je finance la recherche en tuant les chercheurs ou en tuant les services publics pour leurs enfants. Donc il faut voir cette nouveauté. Elle n'est pas déterminée, je ne suis pas en train de dire que c'est rose, mais il faut voir qu'il y a quelque chose de radicalement nouveau. Voilà. Alors, j'ai plus que 10 minutes si j'ai bien compté. Bien compté. Donc, cette autre logique, c'est baisser le coût du capital et s'émanciper des exigences de rentabilité financière pour des nouvelles dépenses de développement. Et ces nouvelles dépenses de développement, ça touche deux pôles importants. Les services publics, qu'il faut voir, d'ailleurs les services publics, c'est aveugle, ça n'existe pas beaucoup pour les économistes, presque pas. Il y a l'administration et les entreprises, mais pas exactement les services publics. Je vous le dis comme ça en passant. Donc les services publics et les entreprises. Et avec un autre contenu dans les deux cas. Déjà dans les services publics, on voit bien que c'est un contenu humain de dépenses humaines. Et dans les entreprises,
relativement beaucoup plus de dépenses de capacité humaine, d'emploi, de formation et d'investissement efficaces d'un autre type. Je suis au Conseil économique, social et environnemental. J'ai fait un avis sur les PME, TPE et leur financement. Je vous dis juste une chose, c'est qu'on a auditionné des patrons. Et un patron de TPE m'explique qu'il a besoin d'un investissement pour suivre la technologie. Et notamment, il fait sur les escalators, c'est une sorte de chaîne de vélo, si vous voulez. Il fait des maillons très technologiques de ces chaînes d'escalators. Et il me dit, pour le nouvel investissement, la nouvelle gamme, et il a baissé les coûts en même temps, la banque ne va pas me suivre. Et je discute avec lui, et en fait, je lui dis, mais il faut intégrer tes dépenses immatérielles et matérielles, parce que c'est le mix qui fait que ça marche ou que ça ne marche pas. Si j'achète une nouvelle machine et que les gens ne sont pas formés, c'est du gâchis absolu. Ça ne marchera pas. Et c'est ça ce qu'on a. Il me dit, ah, la formation, c'est pas cher à acheter. Je dis, oui, mais Tégus, il faut un salaire pendant qu'ils sont formés. Donc si c'est formé 15 jours, ça va. Il me dit, ah, c'est 2 mois, 2 personnes. C'est beaucoup. Et dans son dépense, l'immatériel, c'est la moitié de son investissement, pour une PME. Donc on ne mesure pas à quel point les dépenses immatérielles et humaines sont décisives. On ne mesure pas, et en plus, on ne mesure pas. C'est-à-dire statistiquement, on ne sait pas bien le mesurer. Et dans les entreprises non plus. Et or, c'est très important, comme tu le dis, pour la délibération. Mais il faut aussi changer les référentiels et les critères, je pense. Donc, une autre logique de ce type, et une autre logique de mondialisation. Au lieu d'avoir un dollar qui domine une monnaie commune mondiale, et d'autres relations avec les émergents. Parce que c'est la masse de la population, les émergents. Donc il y a quelque chose de fondamental, où l'Europe doit affirmer fondamentalement quelque chose avec les émergents, y compris en les mettant au défi. Alors vous choisissez la finance et limitez la finance, ou vous choisissez les peuples. Mais il faudrait que l'Europe s'oriente pour dire ça. Et contre les nationalismes, de l'autre côté, bien sûr. Alors, 3 ensembles de propositions, et je conclus là-dessus, en 6 minutes 30. Je vous les annonce d'abord. 1, un fonds européen pour les services publics. 2, un refinancement sélectif des banques. Et 3, des nouveaux types de traités internationaux. Et en codicie, un petit mot sur le dollar. Donc, fonds européen pour les services publics, c'est fondamental. Et ça peut se faire à partir de ce qui existe. Il s'agirait, vous savez bien, ou on nous a dit, ou vous avez su, que la Banque centrale européenne ne peut pas financer les dépenses des États. Vous avez appris ça. Par des gens d'ailleurs, je vais un peu faire de méchanceté, qui prétendaient que la Banque centrale n'agissait que par la parole à l'époque. Yves Salès, tout ça, tous ces gens de prétendaient. Ils ne voyaient pas qu'elle mettait des milliards. Et moi, quand j'écrivais même chez mes amis, c'était mis de côté. J'espère que ça va devenir plus important. Ces choses-là, l'argent. L'intérêt sur l'argent. Donc, ça, cette interdiction, c'est l'article 123 du traité européen, du traité de Lisbonne. 123, facile à retenir, 1, 2, 3. Ça, c'est le premier paragraphe. Mais il y a un deuxième paragraphe qui dit que, par contre, une institution financière publique peut financer les dépenses des États, parce que concurrence libre et non faussée entre les institutions financières publiques et privées. Eh bien, nous proposons de créer entre la Banque centrale européenne et les États un fonds, une institution financière qui s'appellera un fonds européen pour le développement social et solidaire, développement des services publics. Social, solidaire, écologique, développement des services publics. Il serait financé par l'argent créé par la Banque centrale européenne et il viendrait financer à 0% les dépenses des États si elles développent les services publics et l'emploi, et d'autant plus qu'elles développent les services publics et l'emploi. Et comme on crée cette institution, on peut y mettre de la démocratie tout de suite. C'est-à-dire, on met une gouvernance avec des représentants du Parlement européen, des représentants des parlements nationaux, des représentants des syndicats européens, et même, dans l'idéal, une saisine par le terrain sur des projets de services publics un peu d'importance, saisine. Et donc ça obligerait d'ailleurs à une vision un peu planificatrice, enfin, anticipatrice, indicative, mais nécessaire. Bien sûr, vous allez me dire, ils ne le feront jamais, ça va contre la logique des traités. Mais c'est très important d'abord de voir ce qui est possible à faire et qu'on pourrait le faire. Donc s'ils ne le font pas, ce n'est pas parce qu'ils ne peuvent pas, c'est parce qu'ils ne veulent pas. Et d'affirmer qu'un tel fonds serait pour tous les pays européens. Parce que tous les peuples d'Europe ont besoin du développement des services publics, aussi bien les Grecs et les Portugais que les Allemands, ou que nous. Et on pourrait, je pense, ce fonds européen pourrait être pour les pays de la zone euro,
Et pour les pays hors zone euro, les PECO, les pays d'Europe de l'Est qui sont dans la déflation salariale et la concurrence, ce fonds pourrait être dédié à l'amélioration des conditions sociales et de la protection sociale dans ces pays, pour justement calmer la compétition antisociale et venir sur une émulation sur d'autres choses que la compétition antisociale. Et c'est fondamental. Il faut savoir, hein, j'ai lancé une pétition en janvier-février avec Laurent Brun et les cheminots de la CGT, avec Denis Durand, là-dessus. Il y a 5000 signatures, c'est entre le mouvement un peu petit et le mouvement de masse, pour un autre financement des services publics. On parle de la SNCF, mais d'autres. Et on peut avoir un chemin. C'est-à-dire qu'on peut exiger ça, et on peut dire, mais la France peut le faire avec ses banques publiques tout de suite. Et bien sûr, il va y avoir un bras de fer, parce que si les banques publiques demandent cet argent, il ne va pas aller aux autres. Et en plus, elles vont demander de se refinancer, donc elles vont avoir un bras de fer avec la BCE et la Commission européenne pour dire on veut être refinancé à 0% pour ces dépenses de services publics. Et donc là, il y a une bataille politique qui est autre chose que prétendre tout casser, et puis après, en fait, on revient la queue entre les jambes et on casse rien. C'est ça ce que nous disent les matamors. Et on peut même dire, pourquoi pas, avec les Allemands, les Italiens, les Polonais, tous, qui ont des banques publiques, faire un réseau européen de banques publiques qui initie ça. Non pas qu'ils disent, ce sera que les banques publiques dans un ghetto, mais qui initie ça pour une généralisation demain. Donc vous voyez, on peut avoir tout un chemin. C'est ce que j'ai développé le plus. Les deux autres sera plus court, rassurez-vous, parce qu'il ne me reste que 3 minutes. Le refinancement sélectif. J'ai expliqué ce que c'était que le refinancement. C'est quand la Banque centrale redonne de l'argent aux banques quand elles ont besoin de monnaie, banque centrale, comme disent les économistes, de fraîche, si vous voulez. Hein, parce qu'ils font des calculs compliqués et ils savent que quand ils prêtent 100, ils ont besoin de 8 à 12% de liquide, parce qu'en réalité, comme il n'y a que quelques banques, beaucoup de règlements vont se faire par jeu d'écriture dans la même banque. Et en fait, c'est entre les deux banques qu'il va falloir s'échanger éventuellement de la monnaie banque centrale, ce qu'on appelle le marché interbancaire. Et donc là, si ça manque et si les calculs n'ont pas été faits, on se retourne vers la banque centrale. Eh bien, la banque centrale, elle doit faire un refinancement sélectif à deux bouts. C'est-à-dire taux d'intérêt plus bas pour les investissements. C'est des investissements qu'on finance. Des investissements qui développent la valeur ajoutée et l'emploi, et d'autant plus bas qu'ils développent d'autant plus la valeur ajoutée, l'emploi et les conditions écologiques. Actuellement, elle finance à 0% et à moins 0,4% quand le crédit des banques augmente. Mais aussi taux d'intérêt plus élevé, voire dissuasif pour la spéculation ou pour les opérations très, très ambiguës. Parce que si c'est juste moins cher pour ce qu'elles font un peu mieux, elles vont avoir ajouté un peu de mieux et puis elles vont y gagner. Et rien changé à leur comportement. Non, il faut aussi taper. Avec Alain Grandjean, qui est économiste de la Fondation Nicolas Hulot, on a fait toute une tribune où on insiste beaucoup là-dessus dans le monde. Donc, refinancement sélectif. Et bon, le CESE dont j'ai parlé, le Conseil économique, social et environnemental, porte cette proposition et montre que c'est possible dans les institutions européennes. Hein. Mais, comment dire, ça renvoie à deux choses. Trois choses, plus exactement. Les institutions financières elles-mêmes, qui doivent pouvoir suivre. En France, elles peuvent, et même dans les traités, depuis une décision de la BCE de novembre 2011, chaque pays peut décider ses propres critères qu'il applique à ses entreprises pour le refinancement. Donc là aussi, on peut avoir un bras de fer précis, comme pour les Indiens, précis, avec les fusils, ou avec plutôt la bonne nourriture. Deuxièmement, ça renvoie aux entreprises, c'est-à-dire qu'il faudrait en réalité de l'autre côté des capacités de suivi, d'intervention dans la gestion et de transparence dans les entreprises par les salariés et par les populations qui sont autour des entreprises pour vérifier que ça fait bien ce qui a été dit et voir des droits d'alerte, de revenir en arrière. Mais c'est intéressant, ce n'est pas comme une subvention, une bonification d'intérêt, une baisse d'intérêt. S'ils n'ont pas fait, on peut remonter l'intérêt. Et troisièmement, nous proposons, et je l'ai mis aussi dans le Conseil économique et social, quelque chose qui renvoie, je n'avais pas pensé de faire le lien avec ce que tu dis, par région, on pourra avoir des conférences financières régionales puis nationales dans lesquelles on examine l'argent qui existe, les investissements qui ont été faits, les besoins d'emploi, besoins de formation, et il y a des engagements qui sont pris. Bon, au CESE, c'est plutôt indicatif, mais où seraient pris des engagements par les entreprises, les banques, et où les services publics, pas seulement les ONG, viennent là avec mission d'appuyer les citoyens et l'intervention publique.
Et c'est marrant, dans le CESE, ça a fait l'unanimité, cette proposition, cette idée-là. Troisièmement, des traités internationaux. Actuellement, on a des traités qui sont, le but, c'est commerce international et investissement étranger. En soi, c'est bien, forcément, et protection du revenu de l'investisseur. Le revenu de l'investisseur, encore une fois, ce n'est pas toute la richesse créée par l'investissement, c'est le profit. Et on pourrait promouvoir, non pas limiter, mais promouvoir des traités différents, dire des traités de maîtrise des échanges pour le développement des biens communs. C'est-à-dire, le but, c'est les biens communs, santé, emploi en commun, écologie. Et les moyens, ça peut être commerce international, investissement internationaux. Mais ça renverse la hiérarchie. C'est-à-dire, du coup, on juge des investissements et de toutes ces choses-là si ça développe les biens communs. Ça inverse complètement les choses. Je ne développe pas, on n'a pas le temps. Et enfin, il faudrait mettre en cause la question de la domination du dollar avec une monnaie commune mondiale. Le dollar, fondamentalement, ce n'est pas seulement un taux de change. C'est une énorme pompe aspirante et refoulante qui fait entrer les capitaux, plein de petits capitaux, plus les profits des multinationales aux États-Unis, investissement de portefeuille, profits des multinationales. Et avec cet argent-là, ils achètent des produits et ils investissent le monde. Un investissement direct. On peut montrer ça. Et au milieu, en plus, ils gardent 100 à 200 milliards qui leur financent vraiment leurs dépenses informationnelles. Voilà donc. Et ça demanderait un FMI refondé. Voilà. Mais je pense que la question d'une bataille pour un fonds européen pour les services publics pourrait permettre de converger à gauche, c'est-à-dire d'une autre orientation de la finance avec un triangle systémique, c'est-à-dire la finance attaquée à la fois, pas attaquée, prise sur le but, un autre but à la finance, et sur ses objets, et sur ses critères d'utilisation. C'est très important. Donc j'ai donné un peu un chemin. Je veux conclure sur la dimension de souveraineté et puis les principes européens. Donc je me prends une minute de plus. Je vous refinance. Merci. Le temps, c'est de l'argent. La souveraineté monétaire. On nous parle de souveraineté monétaire. Moi, comme hypothèse, je vous livre ma réflexion. Ça renvoie à trois choses, je crois. Ça renvoie bien sûr à l'émission de la monnaie, donc une institution sur laquelle on a une souveraineté qui émet la monnaie. Donc on pense qu'il suffit d'une banque centrale nationale. Je ne crois pas. Parce que la souveraineté, c'est aussi où elle est utilisée, la monnaie. Or, il ne suffit pas d'une banque centrale nationale pour savoir où elle est utilisée. Donc ça pose les questions des moyens. Et troisièmement, donc d'institutions nouvelles pour savoir où elle est utilisée, de créativité institutionnelle, on est devant ça. Avec les travailleurs, les citoyens, enfin il y a quelque chose de profond. Et troisièmement, la souveraineté monétaire, c'est la valeur de la monnaie. Et là, ça renvoie à national versus Europe. Parce que si je crée de la monnaie et qu'elle n'a pas de valeur, j'ai aucune souveraineté sur la monnaie. Et c'est ça le problème. Et c'est ça qui fait qu'on a besoin d'une mutualisation en Europe. Et je vais vous expliquer un dernier mécanisme économique, et j'espère que ma collègue partagera ce que je dis, et puis elle me contredira, c'est les économistes, on s'engueule tout le temps. Hein. Mais c'est-à-dire que quand je crée de la monnaie, quand je fais une avance avant la production, si ce n'est pas de l'épargne et si ce n'est pas une création monétaire, parce qu'il n'y a de toute façon pas assez de richesse. Donc il y a d'abord un peu plus de monnaie et la production viendra après. Donc ça peut être inflationniste. Et donc je peux risquer d'être attaqué. Et donc on a besoin d'avoir une masse, une surface suffisante pour tenir. C'est une des justifications majeures de l'Union européenne. J'aurais voulu une monnaie commune, c'est une monnaie unique maintenant, et on ne peut pas revenir en arrière. Peut-être qu'on en discutera. Mais en tout cas, c'est une justification majeure de faire ensemble. Les Grecs, ils ne peuvent pas tout seuls. Mais les Français non plus, en réalité. Et donc, c'est très important de voir qu'en réalité, si on veut avoir une souveraineté monétaire, il faut les trois choses. Institution dans les mains des gens, utilisation dans les mains des gens aussi, et puis avoir un truc raisonnable pour tenir la valeur de la monnaie. Voilà, mais sur les principes de l'Europe, je ne viendrai pas parce que ça fait trop. Ce sera la discussion de cet après-midi. Merci. Une question, Pierre Gasconois. Vous nous avez dit que l'endettement des États, c'était pas très grave, qu'il suffisait de faire de la croissance pour régler le problème. Mais ça fait 40 ans qu'on attend le retour de la croissance et moi, je n'y crois plus. C'est une demande d'éclaircissement. Non, mais donc
sous-entendu que vous Oui. y croyez toujours. Et donc, est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas une limite écologique à la croissance? D'accord. Alors, il y a 3 choses en fait. Je réponds comme ça au tac au tac. Hein. 1. L'endettement, c'est pas très grave, ça dépend. J'ai dit, c'est pas forcément grave. Qu'est-ce qui fait la gravité de l'endettement aujourd'hui? C'est qu'il est dans les mains des marchés financiers. Et il faut que vous connaissiez un chiffre. Donc, comme il est dans les mains des marchés financiers, il y a spéculation et il y a taux élevés. Même si les taux sont bas aujourd'hui, oui, il y a un stock, il y a toute une intégrale des taux. Comme charge d'intérêt de la dette, l'État paye aujourd'hui 42 milliards par an. Enfin, cette année, 42 milliards, l'année d'avant, 43, 44, ça varie. 42 milliards, c'est à peu près un budget d'éducation nationale. En seule charge d'intérêt. Vous savez, pour un endettement, il y a le principal et les intérêts. Sur le stock, ça fait pas énorme, hein. On a un stock de 2 Un budget d'éducation nationale, Oui, d'accord. c'est énorme. À 0%, c'est 0. Oui, non mais oui. Mais actuellement, on s'endette à 0. Hein. Et malgré bien qu'on s'endette prétendument à 0, Non, pas prétendument. non. Regarde les trucs de France Trésor. On a une prime d'émission, par exemple. Donc, on paye un peu. Donc, bien qu'on s'endette à 0, on est passé de 44 milliards à 42 milliards. Donc, 2 milliards de moins et les taux d'intérêt remontent. Ouais, bien sûr. Donc, un budget d'éducation nationale. C'est énorme, en réalité. Parce que c'est dans les mains des marchés financiers. À 0%, ce ne serait pas la même chose. Donc, je ne dis pas que ce n'est pas grave, mais je dis qu'en soi, la dette, j'ai un peu forcé le trait. En soi, la dette n'est pas mauvaise ou bonne en soi. C'est comme le cholestérol, si on veut. Il y a de la bonne et de la mauvaise dette. Eh, mais je sais que ça choque. Attends, j'ai pas fini. Si tes questions, c'est les 2 autres, je donne les 2 autres. Mais ça, c'est le point. Deuxièmement, j'y crois plus. J'essaie de ne pas croire, moi non plus, aux choses. La croissance, c'est quoi? C'est la somme des croissances. Donc, une dette qui a pour condition et contrepartie création de valeur ajoutée et de valeur ajoutée écologique, elle a pour contrepartie de la croissance. Donc, il ne faut pas y croire. Faut pas seulement aller la chercher avec les dents en parole. Il faut se donner les institutions qui vont la permettre. Et troisièmement, il y a une limite écologique à la croissance. Mais pas à toute croissance. Ça, par exemple, c'est assez écologique ce qu'on fait là. Même s'il y a une caméra, etc., il y a quelques objets matériels. Oui. Et donc, une croissance avec circuit court, avec services publics, santé, éducation, recherche, c'est tout autre chose que la croissance actuelle qu'on a. Y compris d'ailleurs la finance, par ses holdings financières à la défense, etc., elle participe des circuits longs et des consommations de matières. Donc, il y a une limite à la croissance, mais il y a un problème de type de croissance qui va permettre de dépasser la limite physique, parce qu'une croissance de moins en moins matérielle, on doit chercher une croissance de moins en moins matérielle, obsessionnellement. Alors, alors, je pense que sur ces points-là, on n'est pas tout à fait d'accord. Moi, je pense que moi, je pense effectivement que, je pense au contraire que la question de la dette est une question importante, mais moins la question de la dette publique que de la dette privée. Et aujourd'hui, le reflux de la dette privée, normalement après une crise, il doit y avoir une période de déflation de bilan avec un reflux de la dette privée. Et ça s'est passé dans certains pays, peu, et on reste avec des niveaux très importants de dette privée, notamment en France. Par exemple, au Conseil de stabilité financière a fait 2 alertes, une en juin et une en septembre, sur l'endettement des entreprises, sur l'endettement des ménages. Alors, pourquoi c'est grave? C'est parce qu'on est à des taux d'intérêt qui sont très très bas aujourd'hui. Et qui sont négatifs encore pour une fraction de la courbe des taux, donc y compris pour la France. Donc on est dans un monde donc, où les pressions déflationnistes aujourd'hui sont très fortes, c'est ce que ça traduit. Hein. Et donc je pense qu'on ne peut aller que vers une remontée des taux. Enfin, la question objective, c'est on peut aller que vers une remontée des taux. Une remontée des taux, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour des niveaux d'endettement très élevés, vous créez des forces récessives excessivement importantes dans le secteur privé et dans le secteur public aujourd'hui, parce que ce que tu décris, c'est un monde idéal, mais dans le monde où on est aujourd'hui, je veux dire, comment on fait pour sortir, tu vois, on ne peut pas d'un coup de matin... Non, ce n'est pas un monde idéal, le Fonds européen pour les services publics, c'est du 0%. Non, mais par contre, ce que tu dis sur la dette, etc., actuellement, c'est du 0%. non, mais la dette, elle est sur les marchés. Comment on fait?
Comment on fait pour sortir? Quel est le chemin? Donc le chemin, à mon avis, et ça prend du temps, c'est-à-dire c'est pas un truc pour les prochaines élections européennes, hein, ça je pense, mais ça veut dire que ça passe. Le préalable à tout, c'est une très forte régulation de la finance. Et cette régulation de la finance, elle ne va pas changer le système du jour au lendemain. Je veux dire, c'est un sentier qu'il faut définir pour sortir de ça. Et pour ce que disait monsieur sur les limites écologiques de la croissance, je pense que ça, c'est quelque chose d'indiscutable. Tous les travaux en économie écologique le montrent. Si on veut respecter les limites écologiques de la planète, qui ne sont pas que des limites climat, mais qui sont des limites qui portent sur la biodiversité, on est dans une zone de viabilité, c'est un problème. Et il y a en fait plusieurs plafonds écologiques à ne pas dépasser, qui sont des plafonds en CO2, mais qui sont liés au cycle de l'azote, qui sont liés à l'acidification des océans, qui sont liés... Enfin, je veux dire, eh bien, ce n'est pas compatible avec une croissance forte. On doit rentrer dans un... Contenu, donc ça ça pose ça la compte pas question. le contenu. Ça pose la question de la répartition. C'est-à-dire qu'on peut aller dans une phase, je pense, de décroissance ou de stagnation de la croissance, avec effectivement, en impulsant, mais tout ça prend du temps, c'est des évolutions longues, une modification. Le gros problème actuellement, c'est que la richesse est accaparée par une fraction minime de la population. Et où je te suis par contre sur les histoires de dette, c'est qu'effectivement, toutes les dettes ne se valent pas. Ça, c'est clair. Aujourd'hui, le niveau d'endettement dans lequel on est, le problème, c'est qu'il ne finance pas de l'investissement productif. Ça finance des investissements, des actifs déjà existants, l'immobilier et des actifs financiers. Donc ça finance des bulles. Notamment. Et ça finance des bulles. Donc ça c'est parfaitement vrai par contre. La dette n'est pas mal en soi. Il y a une dette qui est mal en soi, en elle-même, c'est la dette qui finance des actifs déjà existants. La dette qui serait bonne, c'est une dette effectivement qui financerait la transition écologique, des investissements à impact social, etc. Voilà, excusez-moi. Alors, Je m'arrête. J'attends. Excusez-moi, qu'on s'entende bien, il ne faut pas qu'on entre trop dans les débats bon, là, tout d'accord. de suite. Hein. Ce sont des demandes d'éclaircissement. Il est 11h15. Alors, oui, Robert, oui. Henri Roulier. Justement, c'est ce que j'allais dire. Là, je pense que vous êtes en train d'entrer dans des débats. Oui, d'accord, ok, d'accord. Mais nous l'enregistrons pour cet après-midi. Alors, par contre, demande d'éclaircissement, oui. Moi, j'aimerais bien qu'on explique un petit peu la distinction entre monnaie commune et monnaie unique. Et puis, je vous fais quand même une suggestion. Ça serait bien qu'un jour, peut-être on peut en dire un mot cet après-midi, on explicite quand même la distinction entre libéralisme au sens classique et ce qu'on appelle aujourd'hui néolibéralisme. Bon, parce que la confusion reste. Et puis Des éclaircissements. Oui, et puis un point encore, parce que dans vos discours, si ça a été abordé uniquement sur la question de l'optimisation fiscale, et quand même, on rêverait effectivement d'une Europe où l'impôt soit à peu près réparti, calculé de la même manière, en particulier l'impôt sur les entreprises dans les différents pays. Mais je n'ai pas entendu grand-chose sur l'impôt sur le revenu. Par exemple, quelqu'un qui disait qu'il faudrait imposer des entreprises qui donnent trop de dividendes. J'ai envie de dire que je ne suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Je préférerais qu'on impose les gens qui reçoivent les dividendes. C'est-à-dire ne pas imposer... Enfin, bon, il y aurait peut-être un débat à mener. On ne s'est pas compris parce qu'on n'a pas dit ça. Hein. Je le suggère. J'ai peut-être pas très bien compris. C'est pas l'impôt, c'est favoriser par le crédit. Alors, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on se limite à la question que vous avez posée, à savoir la différence entre monnaie unique et monnaie commune? Parce qu'il est déjà 11h15 et nous avons deux exposés encore après une pause. Oui, oui. Bon, je vais le dire de façon assez simple. Monnaie unique, c'est la même monnaie pour tout le monde et pour tous les pays. Monnaie commune, c'est une articulation entre les monnaies et avec des taux de change révisables en quelque sorte. Le dollar est une monnaie commune de fait aujourd'hui. On a deux types de monnaie commune. On a une monnaie commune de fait qui est différente des autres, qui est le dollar aujourd'hui, et qui du coup est acceptée en paiement partout, mais avec des taux de change soit par le marché, soit révisables. Et puis on aurait pu avoir une monnaie commune en Europe, qui aurait été quelque chose de souple entre les pays
et puis avec une relation plus fixe avec l'extérieur. Voilà. Je ne reviens pas, mais on aura peut-être le débat sur pourquoi c'est plus possible aujourd'hui, à mon sens, monnaie commune, même si je défendais ça avant Maastricht. Est-ce que c'est clair? Une demande d'éclaircissement? Oui. Ça va? Pas trop techno. Parlez plus fort et donnez-nous votre nom. Pas du tout la proposition de l'auditoire, c'est des économistes. Et j'aimerais avoir un petit éclaircissement sur la manière d'agir contre la domination du dollar au niveau international. Alors, une des possibilités, ça serait de réactiver les DTS. Voilà. C'est-à-dire que, en fait, alors, ça se heurte à des difficultés de réforme du FMI, hein, mais on pourrait imaginer qu'une conversion des réserves excédentaires des pays émergents en DTS, et que ces DTS, alors, et que ces Alors, c'est un panier de monnaie. Voilà, droits de tirage spéciaux, c'est-à-dire c'est un panier de monnaie qui, à un moment, a eu... enfin, on a pu envisager que ça devienne une monnaie internationale de plein droit, ce qui n'est pas le cas, ce qui a été étouffé. Mais on peut réactiver ce projet-là. Les Chinois sont très favorables à cette évolution particulière, hein, et plaident pour ça. Évidemment, dans la gouvernance du FMI, il y a un pays qui peut faire veto, enfin, qui a le droit de veto compte tenu de sa part dans de la répartition des votes, quoi, en gros, et de la répartition des vétos, et ben, c'est les États-Unis. Évidemment, ce n'est pas du tout de l'intérêt des États-Unis qu'on réactive le DTS, parce que ça mènerait à un système polymonétaire, enfin plurimonétaire, mais beaucoup plus symétrique que ce qu'il n'est actuellement. Donc ça, c'est une voie pour laquelle on a déjà les institutions. Il faut modifier des verrous en termes de gouvernance interne du FMI pour pouvoir la mettre en œuvre. Si je peux ajouter quelque chose, oui, on a effectivement beaucoup écrit sur cette idée de faire une monnaie commune à partir de l'embryon que constituent les droits de tirage spéciaux. À chaque assemblée du FMI, beaucoup de pays réclament qu'on... En fait, ce n'est pas seulement utiliser les réserves. C'est une création monétaire dans cette monnaie nouvelle que serait le droit de tirage spéciaux. Bien sûr, bien sûr. Et c'est une création monétaire. Donc c'est un crédit mondial qui se ferait, et c'est refusé à chaque fois. Parce que les droits de vote, en fait, il faut 85% des voix au FMI pour qu'il y ait une décision prise. Et les États-Unis ont 15, quelque chose % des voix. Alors, et il y a une réforme des droits de vote qui est en cours, mais elle doit être votée. Et donc les États-Unis mettent leur veto. Sachant qu'aujourd'hui, les droits de vote... La Chine a les mêmes droits de vote que la Belgique. Voilà, exactement. Aujourd'hui, les droits de vote reflètent l'état du monde il y a, je ne sais pas, combien, 50 ans? Légèrement amendé, c'est quand ils ont créé. Enfin, très très peu. Et notamment, l'Union européenne n'a pas... on a des droits de vote à la Belgique, des droits de vote à la France, etc. En fait, si on réunissait les droits de vote européens, on dégagerait des droits de vote qu'on pourrait réaffecter à des pays émergents en fonction du poids de chacun, et on change complètement l'équilibre au sein du FMI, si on avait ce genre de choses. On pourrait avoir une clé de répartition double. C'est le stock de capital qu'ils ont mis, c'est devenu un peu le PIB, ça pourrait être la population mondiale. Bien sûr, bien moitié sûr. Population mondiale, mais même si richesse. c'était le PIB, dans pas longtemps, la Chine... Oui, mais c'est important la population. Monsieur, dernière question avant la pause. Est-ce que vous pouvez donner quelques exemples qui servent à convaincre les décideurs sur les avantages que vous pourrez proposer ou les cibles de ce fonds européen d'investissement collectif public et par pays? Et par pays, je donne quatre exemples, l'Allemagne, la Grèce, la France et la Pologne, la Hongrie ou la Roumanie. Trois choses. La première, les infrastructures de transport. Par exemple, un financement à 0% d'un grand réseau de transport de fret ferroviaire dans toute l'Europe. Ouais. Aujourd'hui, la SNCF, enfin le groupe SNCF, paye 2,9 milliards d'euros d'intérêt sur sa dette. Parce que ce que je vous ai dit au niveau de l'État, ça se décline en coût du capital sur toutes les entreprises. Près de 3 milliards d'euros. Ça, c'est du 0%. Et il y a besoin. Deuxièmement, l'hôpital. Alors ça, à chaque fois que je fais des trucs en Europe, en Italie, en Allemagne, dès que je parle d'hôpital, effectivement, tout le monde est d'accord. Quand on dit qu'il faut des services publics, hôpital, ah oui, il faut du monde. Donc un grand plan de développement des dépenses hospitalières, et pas seulement du béton, mais surtout du personnel, avec en plus de la mise en formation. Voilà.
Et puis, on peut même s'arrêter là. Je pense que c'est parlant. Mais dans tous les pays, la question des infrastructures est venue. C'est encore plus venu avec la catastrophe de Gênes.